Bonjour et bienvenue dans votre quotidienne Smartech. C'est le magazine entièrement dédié à l'innovation, aux enjeux technologiques, mais également à l'actualité du numérique. Et c'est par là que je commencerai. L'actualité, c'est notamment cet acteur français qui devient européen et va pouvoir adresser des marchés un peu partout dans le monde. Un acteur qui n'est pas sur un secteur anodin, c'est celui de l'événementiel qu'on sait ô combien frappé durement par la crise Covid-19. On parlera avec lui des antidotes pour le secteur de la culture, le secteur de l'événement. De manière générale, antidote, c'est peut-être cette alliance, mais aussi un pass sanitaire. Ce sera l'interview avec Pierre-Henri Deballon de WizEvent dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, eh bien, on va repartir dans la tourmente de cette fuite de données de 500 000 patients français avec des témoignages inédits. Nous aurons un des 27 laboratoires biologie touchés par cette fuite, ce vol de données. On l'interrogera sur la façon dont il traverse cette crise depuis une quinzaine de jours, comment s'organise aussi la communication à l'égard des patients. C'est un premier cas qui pose cette question de l'application des obligations du règlement européen entre responsables et victimes. Et puis nous retrouverons notre rendez-vous autour du monde de la donnée pour parler de souveraineté numérique avant de conclure par une innovation pour le futur de la santé de notre cœur. Mais donc tout de suite, place à l'interview. Alors on va parler d'une alliance dans le secteur de l'événementiel qui va nous poser aussi la question de cette orientation vers le cashless, comme on dit, c'est-à-dire la fin de la monnaie fiduciaire pour certaines transactions. Bonjour Pierre-Henri Deballon, vous êtes cofondateur et président de WizEvent. Donc c'est la solution de billetterie en ligne qui est très utilisée par de nombreux acteurs, des petits comme des grands, que ce soit pour l'organisation de salons, de concerts, d'événements, de séminaires. WizEvent, c'est le deuxième acteur français aujourd'hui derrière la Fnac sur la billetterie en ligne. Et votre annonce, donc, c'est la fusion, le rachat même, on peut dire, d'un concurrent belge qui s'appelle Playpass et qui va faire de vous un leader européen. Alors déjà sur cette annonce, qu'est-ce qui était important pour vous dans ce rachat? Est-ce que c'est d'adresser différents marchés ou est-ce que c'est de mettre beaucoup plus de puissance justement sur ce cashless? Bonjour Delphine, merci de me recevoir. Il y avait deux enjeux. Le premier enjeu, c'est effectivement de se renforcer avec cet acteur européen pour se projeter encore plus sur l'international. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires de WizEvent, 80%, c'est en France. Et avec cet acteur, on passe sur un chiffre d'affaires qui est de 50% à l'étranger, 50% en France. Et ensuite, c'est un acteur avec lequel on est en frontal régulièrement sur cette partie cashless, donc ces petits bracelets de paiement, notamment sur les festivals. Et donc en Angleterre, en Espagne, en Belgique, on était souvent confrontés à eux. Et comme vous le savez, le secteur de l'événementiel est face à une forte crise avec cette crise du Covid-19. Et à un moment donné, à force de se fréquenter, on avait aussi un respect pour eux, leur technologie, leurs équipes. Et on s'est mis autour d'une table et on s'est dit que c'était certainement le moment de faire un acteur plus puissant. Il y a des très gros marchés. Aujourd'hui, on est en train d'adresser des marchés au Brésil, au Mexique, à Hong Kong, en Afrique du Sud. Et avec cet acteur, ça nous permet d'aller plus vite, d'être plus solide, de bénéficier de leurs équipes sur place. Ils avaient déjà des antennes en Amérique du Sud, donc ça permet de s'appuyer dessus. Donc l'idée, c'est effectivement de se renforcer, d'avoir plus de puissance. Et c'est vrai que c'est un facteur clé. Aujourd'hui, on se pose beaucoup des questions autour de la souveraineté. On va aborder également ce sujet plus tard dans l'émission. La souveraineté numérique européenne, elle passe par ces alliances. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse bâtir des acteurs beaucoup plus puissants et solides. Exactement. Et c'est ce que je pense aussi, c'est que à un moment donné, avec eux, on est en capacité d'aller adresser des grands comptes aux États-Unis. Là, on discute avec les plus grands producteurs mondiaux. Et seul petit acteur français, je pense que ça aurait été compliqué. Eux, petit acteur belge aussi. Mais ensemble, on est vraiment devenus. Et je pense qu'aujourd'hui, on dit qu'on est un leader européen, mais au niveau mondial, je pense qu'on a une des meilleures technologies. Et même en termes de Et en France, on est plutôt bien positionné sur le cashless. C'est un peu plus développé. Oui. Vous l'avez dit rapidement, c'est vrai que le cashless, c'est cette facilité qui est mise en place. On crée un porte-monnaie électronique. C'est ça. Qui va nous permettre ensuite, par exemple, de payer nos consommations dans un festival à travers une simple application. Tout à fait, oui. C'est pendant des grands événements essentiellement. Et donc avec souvent le bracelet, vous savez, sur les festivals, on a un bracelet d'accès. Dessus, il y a une petite puce NFC. D'ailleurs, cette puce NFC, elle peut être dans différents supports. Ça peut être une carte magnétique. Et avec cette petite puce, on a des droits à consommer. Et ces droits à consommer, c'est les jetons plastiques qu'on achetait pour payer des boissons, par exemple, qui sont matérialisés numériquement et qu'on va
ensuite présenter à chacun des barman quand on veut acheter une bière ou quand on veut acheter un sandwich. C'est plus rapide et plus sécurisé que la poche de jean. Et surtout beaucoup moins d'argent pour l'organisateur qui circule pendant l'événement. Sur les Vieilles Charrues, par exemple, il y avait une vingtaine de transporteurs de fonds qui étaient juste là pour s'assurer que les flux ne disparaissent pas. Et puis, avec des problématiques de vol, vous avez quand même beaucoup de bénévoles potentiels, d'intervenants extérieurs. Il faut installer des distributeurs de billets et ainsi de suite. Et donc, tout ça, plus des normes sanitaires, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que de ne pas avoir d'espèces qui circulent, c'est d'autant plus sécure. Et ben donc, tout ça fait que pour l'organisateur, il y a un vrai enjeu de passer sur ces technologies. Alors, vous parlez de normes sanitaires. Donc là, l'événementiel est frappé violemment par la crise Covid-19. Comment vous traversez cette situation? Quel est l'impact pour votre activité déjà? Et ensuite, on verra comment on peut éventuellement trouver des solutions. Oui, on a été, comme vous le dites, on a été les tout premiers impactés. Le Salon de l'Agriculture, c'était un des premiers événements qui a été annulé, le dimanche du Salon de l'Agriculture. Et on faisait d'ailleurs la billetterie. Donc dès le lundi, on a été dans la première phase qui a été la gestion des remboursements de tous ces événements annulés, l'accompagnement des organisateurs dans ces problématiques. Donc c'était des millions de billets à vendre, à rembourser. Oui. Ça, c'était la première phase. La deuxième phase, ça a été de faire le dos rond et de mettre, entre guillemets, la structure un peu en sauvegarde. Pas d'un point de vue juridique, mais en tout cas de prendre toutes les mesures pour qu'on passe au mieux cette crise. On fait moins 80% de chiffre d'affaires sur l'année. Et donc, heureusement, le gros de nos dépenses sont des dépenses de ressources humaines. On a peu de charges fixes parce qu'on a quelque chose de très numérique. Et le chômage partiel nous a permis de limiter la casse. En tout cas, on n'a pas eu à licencier. On a certes arrêté les recrutements, on n'a pas remplacé les départs, mais ça nous a permis de conserver les équipes parce que l'enjeu, et c'est aussi l'enjeu du rapprochement avec Playpass, c'est d'être prêt pour la reprise. Et donc, en étant plus forts ensemble, ça nous permet d'être... Donc, il y a cette alliance qui pourrait servir d'antidote. Il y a un autre antidote, c'est un pass sanitaire pour les festivals. La saison des festivals se rapproche à vitesse grand V. Quel serait le principe de ce pass sanitaire que vous proposez ? Dans l'idée, nous, on est un acteur qui fait donc de la billetterie, on émet un titre d'accès et ce titre d'accès permet d'entrer dans l'événement. Et donc, on gère aussi des solutions de contrôle d'accès. Et donc, lié au contrôle d'accès, il est assez facile pour nous et on le fait déjà sur certains types d'événements. Par exemple, sur un marathon, lorsque vous vous inscrivez, vous êtes obligé de télécharger un certificat médical qui vous autorise finalement à participer à cette compétition. Et donc, c'est des technologies très simples qu'on maîtrise complètement aujourd'hui, qu'on met à la main de l'organisateur, où on lui donne la possibilité justement que les participants uploadent différentes pièces que lui va ensuite modérer. Donc ça, c'est des choses qu'on sait faire et encore plus, on sera en capacité demain, mais alors après, ça dépend des décisions des différents gouvernements et donc comme on est sur différents pays, on est en échange avec différentes instances, ce serait d'aller pouvoir interroger une base externe. Typiquement, tous anti-Covid, si demain on a la capacité de dire je suis vacciné et que c'est certifié, on pourrait aller interroger cette base de données pour croiser deux choses. Être propriétaire d'un titre d'accès et de l'autre côté avoir cette sécurité sur soit un test antigénique valide, soit sur un vaccin réalisé. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous décider avec les organisateurs du festival tout seul de mettre en place ce pass sanitaire ? On pourrait, mais la réalité c'est que ce sera des normes qui permettront le retour des événements qui seront décidés par les gouvernements. Et donc on est dans l'attente qu'à un moment donné on nous dise voilà le protocole. On pourrait imaginer de le faire un petit peu comme le fait l'aérien avec IATA qui est en train de développer ce pass, qui a la même logique, qui est finalement de dire j'ai un billet d'avion et j'ai de l'autre côté un pass. Mais la réalité, c'est que le retour des événements va être très scruté et très sensible parce que médiatiquement, le moindre cluster serait dramatique. Donc de fait, on est un peu obligé d'attendre. Vous avez besoin d'accéder à une base de données fiable et valide aussi pour vous assurer qu'effectivement les personnes sont sans danger. Exactement. Merci beaucoup Pierre-Henri Deballon, PDG de WizEvent. Merci à vous. C'est l'heure de notre talk sur la fuite de données médicales qui a touché 500 000 patients français. On va avoir des témoignages inédits. Dans cette séquence, nous allons découvrir le témoignage d'un des laboratoires de biologie médicale qui a été frappé par la tourmente, le vol massif de données de santé, même s'il faut préciser justement les données que l'on va retrouver sur le dark web à propos de cette affaire de 500 000 patients touchés. C'est une affaire qui a été révélée il y a 15 jours par Libération à la suite d'une alerte donnée par l'expert cyber Damien Bancal. Damien Bancal que vous connaissez puisqu'il intervient régulièrement justement pour sonner l'alerte cyber dans Smartech. Nous avons en plateau l'avocat du laboratoire qui a été mobilisé pour répondre aux enjeux juridiques que pose cette fuite de données et puis également l'expert en cybersécurité mobilisé également par le laboratoire là pour répondre aux enjeux
techniques. Alors, ils vont nous raconter ensemble comment on traverse une crise de telle ampleur, quelles sont les démarches qui ont été engagées, les difficultés rencontrées également. C'est un premier cas concret, je dirais, de mise à l'épreuve de l'application du règlement européen sur la protection des données qui pose à la fois la question de la responsabilité sur la protection des données personnelles, mais aussi cette position de victime directe du vol de données pour les entreprises et là, en l'occurrence, les laboratoires biologiques. Alors, je ne vous ai pas présenté autour de la table Maître Gérard Haas, donc vous êtes avocat spécialiste en droit de la propriété intellectuelle et du numérique. Vous êtes également le cofondateur de l'association Les Juristes Notes et donc vous assistez le laboratoire que je vais présenter tout de suite dans cette situation inédite. Également autour de la table, Pierre Bogenschutz, vous êtes vice-président de Veillant, qui est une société de conseil en cybersécurité et vous accompagnez de manière générale les organisations du Grand Ouest dans la sécurisation de leur patrimoine numérique. Et là, vous avez été appelé donc, par un des laboratoires, un des 27 laboratoires touchés par la fuite de données. Et donc, c'est en visio que nous aurons Yann De Guillaume, qui est docteur en biologie médicale et le directeur général délégué du laboratoire OCA Lab, dont le siège social est à Vannes, dans le Morbihan. Et c'est vous qui acceptez, on vous en remercie, de témoigner. Vous êtes un des 27 labos de biologie médicale concernés par la fuite des données. Bonjour à tous. Bonjour. Maître Haas, j'aimerais qu'on démarre ensemble. D'abord, donc on a 27 laboratoires touchés par un vol massif de données. Ils se tournent vers vous. Pourquoi, dans ce type de situation, on se dit tiens, j'ai besoin d'un avocat spécialisé? Parce qu'évidemment, les labos ont déjà des avocats avec eux. Absolument. Et même, c'est des avocats, les avocats des laboratoires qui font appel à un avocat spécialisé en demandant en soutien, est-ce qu'on peut intervenir à leur côté. Alors, ce qui se passe, c'est le tsunami. Vous l'avez dit, c'est un tsunami qui se produit. Donc, vous découvrez, là, en l'espèce, c'est si vous voulez, c'est le journal Libération qui annonce qu'il y a une fuite de données. Et la première des choses qu'il faut faire, c'est d'aller vérifier. Parce que on dit il y a des laboratoires, on ne dit pas lesquels, et il faut vérifier si ce qui est dit est vrai. Or, ça pose un vrai problème, c'est qu'il faut aller dans le dark web pour aller vérifier et donc faire une investigation. Et donc, ce n'est pas l'avocat qui va pouvoir le faire, c'est une société spécialisée dans la cybersécurité qui peut aller voir et qui va dire, effectivement, dans son investigation, eh bien, on trouve des données, c'est des données du laboratoire, et une fois qu'il va faire ce rapport, il faut vérifier quel est le type d'information qui est sorti du laboratoire. Alors là, vous dévoilez une partie de la question que j'allais poser à votre voisin d'en face. Et vous, votre intervention? Alors notre intervention, elle est une fois que l'on a, si vous voulez, eu ce rapport qui a été établi, on rentre, si vous voulez, dans un jeu de déclaration, puisque le laboratoire est tenu, en tant que responsable de traitement, à garantir une sécurité de traitement de données. Et là, on va voir que ce sont des données de santé, des données médicales. Il est tenu de prévenir certaines autorités. Alors, en l'espèce, c'est l'ARS, l'autorité de régulation de la santé, l'agence pour la régulation de la santé, et puis également la CNIL, dès lors qu'il y a une fuite de données pour notifier cette faille. Et là c'est après le deuxième problème, si cela présente un risque élevé sur des données sensibles, faire une notification aux personnes concernées. Et donc il y a toute cette itération nécessaire qui fait appel à, si vous voulez, à toute une... Alors il y a un travail qui se fait, il y a une équipe à faire, à la fois le laboratoire qui doit surmonter cette épreuve. En l'espèce, on est en pleine période Covid. Oui. C'est un stress qui est énorme et il faut en fait s'entourer de personnes qui vont pouvoir vous accompagner. Alors, en l'espèce aussi, dans le laboratoire, il y avait un DPO, un délégué à la protection des données. Donc, il y a un accompagnement ce DPO. Et donc, on a à la fois l'intervention technologique et juridique, préparer ces dossiers de telle manière à ce qu'on puisse préparer aussi, parce qu'on est aussi victime, une plainte. C'est ce que j'allais dire. Est-ce donc on porte plainte aussi pour ce vol de données? Alors, ce qui était très important là, dans cette histoire, c'est qu'il faut, lorsqu'il y a une fuite de données, la fuite de données, c'est pas quelque chose qui est, si vous voulez, c'est pas une intrusion, ou du moins, il faut savoir si c'est une intrusion ou une extraction. Ouais. Et donc, en l'espèce, si vous voulez, ce qui avait été annoncé par le journal Libération,
on parlait de fuite de données, mais on n'avait pas, et ce qui était normal, qualifié en fait l'origine de la fuite. Et donc il a fallu le vérifier, trouver en fait tous les journaux, tout l'horodatage, toutes les opérations qui ont été faites. Et là, on a pu constater que en fait, ça provenait d'une erreur humaine lors d'une bascule, lorsqu'on est passé d'une solution obsolète vers une autre. Et donc là, on se rend compte que ce n'est pas une intrusion, ce ne sont pas des pirates qui sont rentrés dans les systèmes. Donc c'est pas une sécurité, c'est en fait une extraction qui a été opérée par un prestataire. Et donc il y a là aussi on est aussi victime, puisque finalement c'est la faute d'un prestataire. Donc un éditeur de logiciels ? Absolument, dans une migration. Et ça, c'est là aussi un point important. Donc à partir du moment où on a pu repérer le moment, on sait quels sont les types de fichiers qui sont en compromis pour divulguer. Et donc, ça permet à ce moment-là de bâtir une véritable information pour les patients, puisqu'on est tenu de les informer. Et cette information, là aussi, il y a quelque chose qui est incroyable quand on parlait, c'est que ça a un coût colossal. Alors, on va quand même répartir un peu la parole. Pierre Bogenschutz, donc vous, à la suite de cette découverte de fuite de données, Ocealab vous contacte pour gérer cette crise d'un point de vue technique. Quel est votre premier réflexe ? Alors déjà, Ocealab nous a contactés pour gérer la crise au départ, parce qu'ils sont face, mais je pense que M. de Guillaume en parlera, on est face, comme dit Maître Haas, à un tsunami, et donc le client se dit, voilà, il faut que je... Alors cette gestion de crise, justement, quel plan d'action vous proposez ? Et donc la gestion de crise, c'est, je vais faire simple, il y a 4 C. D'abord, il faut confirmer, il faut savoir de quoi on parle, de quelle crise on parle, est-ce qu'il y a bien eu des données qui ont fuité. Ensuite, il faut contenir. Il faut essayer de faire en sorte que cette crise, on puisse en maîtriser un périmètre pour pouvoir la gérer ensuite. Ensuite, il va falloir communiquer en interne, communiquer en externe, dont la partie juridique, accessoirement, avec l'autorité de contrôle, avec les patients. Et puis contrôler que les mesures qu'on a mises en œuvre fonctionnent et en sont en train de produire l'effet. Donc voilà, c'est le principe de base de la gestion de crise. Quand nous sommes arrivés, quand nous avons été mandatés appelés par Ocealab pour je viens de donner le nom, pour intervenir, la première des choses a été effectivement de confirmer et de se rendre compte sur quel périmètre on avait affaire. Et donc, on avait pu extraire le nombre de clients du laboratoire qui étaient sujets. Et vous avez pu qualifier le type de données qui étaient concernées ? On a pu qualifier le type de données, le nombre de personnes touchées. Et donc, ce sont des données à la fois d'identification des personnes et des données médicales ? Ce sont des données administratives dans une base médicale, donc on va qualifier de données médicales. Même s'il n'y a pas d'informations de santé dans cette base ? Il y a peu d'informations de santé, mais pour autant, il peut y en avoir, de fait. Oui, en fait, comme on l'a dit, c'était un logiciel administratif. Mais il peut y avoir dedans, il peut figurer des mentions en disant la personne est handicapée, donc pour le taxi, la personne... Donc il y a des mesures, si vous voulez, d'accompagnement qui peuvent avoir une connotation après, si vous voulez, de santé. Mais donc on est obligé de les qualifier comme tels. Donc c'était le nom, le prénom, les adresses, des numéros de téléphone. Et donc ce qu'on a vraiment précisé, et c'est dans la lettre qui va partir ensuite, de dire il n'y a ni données de santé, ni données bancaires, parce que c'était quand même la grande peur des personnes concernées. Alors, on va donner la parole à Yann de Guillaume, donc, qui est le directeur général délégué du laboratoire Ocealab, et donc qui est touché par cette fuite de données. Je fais attention aux termes que j'emploie, victime, responsable, ça c'est le point qu'on abordera tout à l'heure. Déjà, on l'a dit, on découvre cette fuite de données dans une période qui est déjà très rude, puisqu'on est en pleine crise Covid-19, on est en campagne de vaccination, avec des dépistages massifs à réaliser. Qu'est-ce qui s'est passé là pendant la quinzaine de jours ? Comment vous avez traversé cette crise, Yann de Guillaume ? Bonjour Madame Sabatier, bonjour messieurs. C'était très difficile. Très vite, on s'est rendu compte que c'était un problème qui allait nous dépasser très rapidement.
Pour retracer un petit peu l'histoire, le lundi 22 février, nous avons été contactés par un des journalistes de Libération qui, pour faire très court, nous a appris tout de la situation. On est tombé des nues, on était complètement incrédules, et comme l'ont dit très justement Maître Haas et M. Bogenschut, il fallait absolument très rapidement constituer une cellule de crise. Il fallait ensuite très rapidement s'accaparer cette base de données par des experts en informatique. Ensuite, l'étudier pour s'assurer de la véracité en fait, des informations qui nous avaient été transmises par le journaliste. Et une fois que nous l'avions étudié, il fallait ensuite effectivement informer, aussi bien en interne, au sein de l'ensemble du personnel du laboratoire, mais aussi en externe, faire toutes les déclarations nécessaires à tous les organismes qui ont autorité en fait, sur nos activités, la CNIL, l'ARS, l'ANSSI, et j'en passe. Et nous devions aussi informer tous les patients victimes en fait, de cette fuite de données, donc dans les meilleurs délais possibles, en essayant d'être le plus clair possible. Et donc là aussi, c'est une activité à laquelle nous ne sommes pas préparés en fait. Il a vraiment fallu en fait s'entourer de personnes compétentes pour faire face à tout ceci. Et donc, en 9 jours de temps, nous avons pu envoyer un courrier en lettres suivies pour s'assurer que l'ensemble des patients victimes de cette fuite de données administrative, essentiellement, l'ensemble des patients puissent être informés le plus rapidement possible. Et donc, 9 jours après, en fait, la constitution de la cellule de crise, ces courriers ont bien été envoyés. Donc voilà, nous ne sommes pas préparés, il a fallu qu'on s'entoure de personnes compétentes pour pouvoir agir au mieux dans l'intérêt des patients et effectivement faire toute la lumière sur cette histoire. On voit bien effectivement les dégâts directs et indirects dans ce type d'affaires. Est-ce que parce que vous vous êtes entouré, vous, volontairement de personnes qualifiées sur ces questions, mais est-ce que vous avez aussi eu un accompagnement de la part de l'ARS, de la CNIL, peut-être de l'ANSSI aussi, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information ? Alors, de l'ARS, non. De la CNIL, non, plus. Nous avons été appelés, effectivement, pour qu'on puisse leur donner certaines informations, mais nous n'avons pas eu d'aide, aucune aide, ni de l'ARS, ni de la CNIL. De l'ANSSI, non plus. De l'ANSSI, la seule chose que nous avons eu comme information, c'est qu'une partie de cette base de données avait déjà fuité en novembre 2020. C'était un extrait de la base de données qui concernait donc un laboratoire de biologie médicale. Donc ce laboratoire a été contacté pour faire les démarches nécessaires, mais depuis novembre 2020, aucun autre laboratoire qui aurait pu être impacté par ce type de fuite de données, car en fait en novembre 2020, ça n'était qu'un extrait, aucun autre laboratoire n'a été contacté ou mis au parfum de ce qui pourrait se passer aujourd'hui, 4 mois après. Ouais. Donc en fait, c'est très troublant. Oui, c'est troublant parce que ça donne le sentiment que tout le monde est un peu dépassé, en tout cas dans les instances qui sont censées s'en charger. Pour la CNIL, c'est un vrai défi, puisque là, on est face à un cas de mise en application des responsabilités des labos biologiques, mais en même temps qui sont des victimes. Comment est-ce que vous traitez, Maître Haas, cette dualité, je dirais, entre responsables et victimes ? Alors, en fait, c'est vrai que c'est une vraie question et il faut aussi penser que non seulement c'est un tsunami, mais il ne faut pas aussi créer la panique pour les patients. Oui. Alors, par rapport aux responsabilités, d'abord, le laboratoire, en tant que responsable de traitement, est tenu d'apporter la preuve qu'il a mis en place des mesures de sécurité qui étaient appropriées. Et il est tenu, dans les 72 heures à partir du moment où il a détecté en fait une faille de sécurité, de le notifier à la CNIL. La CNIL, son rôle, c'est celui de contrôler
que le responsable de données a bien fait sa notification. La CNIL doit être informée. Donc ça a été fait. Donc première partie, la réponse qui est faite, c'est en tant que responsable de données, on doit notifier. C'est fait. À partir de ce moment-là, et avec, si vous voulez, les investigations qui sont faites, on se rend compte qu'il y a des patients qui sont touchés. Et donc, le laboratoire doit peser le pour et le contre et de se demander si ça présente un risque élevé. Et si c'est le cas, il doit, dans les meilleurs délais, notifier aux patients, si vous voulez, que en fait, les données ont fuité et que des personnes pourraient les utiliser de manière malveillante. Alors, les meilleurs délais, est-ce qu'ils sont définis? Parce que là, on voit que les courriers, on est 15 jours après, arrivent seulement maintenant. Moi, je sais que la semaine dernière encore, j'avais un témoin qui disait « c'est toujours pas arrivé ». Damien Bancal, l'expert cyber que je citais, qui est à l'origine de la révélation de cette fuite, nous expliquait que c'est très compliqué parce qu'il faut vérifier que ce sont les bonnes bases de données qu'on a sous les yeux. Est-ce qu'on est limité dans le temps de réaction? Alors, c'est les meilleurs délais et c'est à l'appréciation du responsable de traitement. Mais en l'espèce, on avait un autre problème qu'il faut savoir, c'est que les gens qui viennent dans des laboratoires et qui confient des données, c'est pas sûr que c'est eux qui seront les destinataires s'ils donnent leur adresse mail. Alors souvent dans les milieux bancaires, on a si vous voulez, le client et on peut lui envoyer des mails et le prévenir. Là, en l'espèce, on n'était pas sûr que la personne qui serait touchée par le message serait la bonne personne, et donc il fallait maîtriser et endiguer la panique. Et donc c'est le choix qui a été fait. Et là aussi, avec la compagnie d'assurance, parce qu'intervient aussi l'assurance, l'assurance cyber, et là aussi, il faut être très vigilant. Est-ce que ça couvre ce phénomène? Et qui a joué le jeu aussi, et qui a dit, on opte, parce qu'il y avait 3 possibilités, la lettre simple, la lettre suivie ou la lettre recommandée. Dans les quantités, c'est des coûts qui sont colossaux. Et donc, on a quand même opté pour une garantie d'avoir un message personnel dans un envoi confidentiel sur une lettre suivie. Et donc, vous voyez, il y a donc, il y a un temps. Et dans les meilleurs délais, on ne pouvait pas faire plus vite, dans la mesure où ensuite vous passez par une société de routage qui doit mettre sous pli les lettres, les envoyer, et vous aviez un nombre important de personnes. Et donc, rien qu'en pratique, c'est vraiment une expérience qui est importante de savoir que ça prend néanmoins du temps. Et je ne sais pas comment on aurait pu faire moins que ce temps nécessaire. D'abord, il faut aller chercher tous les noms, les extraire. Enfin, vous voyez, donc il y a un process. Donc quand vous dites les meilleurs délais, oui, vous avez une réponse. Ça a été fait le plus vite possible. Et il faut garder aussi les preuves que vous l'avez fait dans des temps et qu'à un moment donné, il y a plein de choses qui sortent de là. Donc, vous posez la question, est-ce que l'on est responsable? Oui. Est-ce que l'on est aussi victime? Oui, parce que comme les patients, je rappelle que c'était une extraction, ce sont des pirates qui se sont disputés entre eux, qui ont communiqué au journal Libération des informations, il faut vérifier, et donc on est aussi victime. Ce qui était important, c'est de dire aux personnes, regardez, vous êtes informés, soyez prudents, et là-dessus, le travail et la mission est remplie, si vous voulez. Et maintenant, nous, on cherchera également, enfin, le laboratoire va chercher les responsabilités parce qu'il est lui-même victime, comme les personnes Ce qui pose la question de la responsabilité des éditeurs de logiciels, qui est souvent adressée aussi dans Smartech, qui n'est pas une affaire tout à fait réglée. Comment est-ce qu'on revient à une situation normale et qu'on reprend le cours des choses, Pierre Bogenschutz? Alors déjà, la première chose, effectivement, comme le dit Maître Haas, le sujet, ça a été de pouvoir, en tant que responsable de traitement, la responsabilité du laboratoire était d'informer les personnes qui étaient le plus, pour lesquelles les informations avaient été exfiltrées. Il y a un avant, un après. Il y a des choses qui vont être mises en place maintenant pour la suite. Alors, il y avait déjà des choses. Je laisserai le laboratoire s'exprimer. Il y avait déjà des choses de mise en œuvre. Ce qui est certain, c'est que c'est compliqué. Aujourd'hui, il y a deux types d'organisations. Celles qui ont été piratées, celles qui vont l'être. La question n'est pas de savoir si on va connaître une cybercrise, mais la question est de savoir comment on va y réagir. Le sujet, c'est que la sécurité de l'information, c'est une chaîne. Le maillon le plus faible en fait la force. De fait, il faut pouvoir structurer et monter sa force de chaîne avec homogénéité sur l'intégralité du spectre. Ça veut dire les rôles et responsabilités de chacun, la gouvernance de la donnée, l'exercice de gestion de crise, etc. Donc oui, je pense que le laboratoire, comme d'autres touchés, on apprend plus, comme dit
un chat échaudé craint l'eau chaude, ou l'eau froide, pardon. Mais, Mais voilà, mais le derrière... retour à la normale, il va prendre combien de temps? Ce retour à la normale, ça va être déjà de pouvoir... les gens sont fort impactés par cette gestion de crise, puisqu'il y a beaucoup de moyens qui sont mis en œuvre, et derrière sont aussi empêchés dans leur métier. Donc de fait, on lisse ça à peu près sur 2 mois pour retrouver... c'est Par rapport pas à anodin. cette situation, mais on est déjà dans la normale, puisque tous les jours, le laboratoire Oui, fait ses à son prélèvements. activité Vraiment. classique. Oui, je parlais d'un point de vue cyber. Yann de Guillaume, on arrive à la fin du temps qui nous est imparti. Nous aussi, on a des délais malheureusement à respecter. Là, qu'est-ce qui se passe pour vous? Vous avez l'impression que ça y est, les choses sont en train de se remettre en place, justement, ou vous êtes encore quand même dans cette tourmente? Est-ce que vous êtes contacté, je ne sais pas, par des maîtres chanteurs? Parce qu'on sait qu'effectivement, il y a des pirates aujourd'hui qui se bagarrent, ces bouts de fichiers. Est-ce que vous êtes aussi soutenu peut-être par les instances policières, les enquêtes qui sont menées? Alors, du coup, on est encore dans la tourmente. Ça, c'est une certitude. On a encore beaucoup à faire. Comme on l'a précisé, tous les courriers qui ont été adressés à l'ensemble des victimes impactées par cette fuite de données dans le périmètre Océalab ont été informés par courrier, envoyé en lettres suivies. Les premiers à l'avoir reçu, c'était vendredi de la semaine dernière. Nous sommes destinataires de mails de leur part depuis le début de cette crise, et nous avons de cesse que de répondre le plus rapidement possible à tous ces gens-là. Le fait de recevoir ce courrier a multiplié le nombre de mails que nous devons traiter chaque jour. Donc non, on ne peut pas dire qu'il y en a moins, bien au contraire, il y en a énormément. Et nous concentrerons tous nos efforts pour pouvoir leur répondre le plus rapidement possible et de la manière la plus claire possible. Donc non, on n'est pas du tout à la fin, on est en plein dedans. Concernant le rançonnage, nous n'en avons pas été victimes, tout simplement parce qu'effectivement, le fait que toutes ces données aient été divulguées au plus grand nombre, elles ont perdu finalement toute valeur. Donc nous ne serons pas victimes de rançonnage. A priori pas. Et je voulais revenir simplement sur la sécurité informatique au sein des laboratoires. Très vite, vraiment d'un mot, s'il vous plaît. Ah oui, ok. C'est simplement qu'on n'est jamais préparé à ça. Pour autant, toutes les années durant, voilà, on se protège du mieux possible. On s'entoure d'experts en informatique pour assurer la sécurité de notre infrastructure. Et qu'effectivement, elle sera encore plus accrue après ceci. Ceci dit, c'était a priori une erreur humaine assez grossière, dont toute entreprise peut être victime malgré toute la sécurité de l'infrastructure en interne. Merci voilà. beaucoup, merci beaucoup pour ce témoignage très précieux. Yann de Guillaume, directeur général délégué du laboratoire Océalab, est donc touché par cette fuite de données en pleine gestion de crise. Merci Maître Haas, avocat cofondateur de l'association Les Juristes Nautes, et Pierre Bogenschutz, président de Veillant, pour vos témoignages également. Juste après la pause, on reste dans ce monde de données bien complexe. On va parler cette fois de souveraineté numérique. Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech pour notre rendez-vous avec le monde de la donnée. Mathieu Bourgeois, avocat associé au cabinet KGA, auteur chez LexisNexis et cofondateur du think tank Le Cercle de la Donnée. Bonjour Mathieu. Bonjour. On va parler de cette question de la souveraineté numérique qui est sur toutes les lèvres en France. Alors, le sujet n'est pas nouveau, mais c'est vrai que la crise sanitaire nous a permis de démontrer à quel point nous étions malheureusement dépendants des outils numériques américains et asiatiques, en particulier pour le télétravail ou encore l'achat à distance. Est-ce que vous pouvez brièvement nous expliquer ce qu'il faut entendre déjà par souveraineté numérique et quel est le problème pour l'Europe ? Oui, bonjour à tous. Alors, merci effectivement. La souveraineté, c'est une capacité d'indépendance. C'est la possibilité de décider chez soi, de manière inconditionnelle, de sa propre loi. Alors, en fait, dans le numérique, si on transpose les éléments de la souveraineté du monde non numérique, si vous voulez, nous avons, nous, en Europe, un problème de puissance. Nous avons un problème de puissance parce que là où d'autres pays, comme notamment la Chine et les États-Unis, se sont emparés de la technologie informatique pour en faire un instrument de puissance, nous, en Europe, nous avons un déficit à ce sujet. Les technologies, les capacités de traitement, la puissance de calcul, les talents, massivement, malheureusement, ont fui d'une certaine manière l'Europe. Alors cet exercice
de transposition justement de l'univers non numérique à l'univers numérique, il est très intéressant puisqu'on décrit en général l'espace numérique avec 3 couches. La couche matérielle, et on voit bien que les fabricants de hardware sont malheureusement nettement non européens. Le software, la couche logicielle, c'est le même constat avec Microsoft et d'autres puissances qui dominent nettement le cyberespace. Et puis la couche informationnelle, et ça c'est les années 2000, eh bien ce sont des plateformes américaines. Les Asiatiques et en particulier les Chinois ont fait à peu près l'appareil, puisqu'on parle des BATX qui font l'équivalent des GAFAM. Exactement, Oui. l'équivalent des GAFAM. Et malheureusement, dans tout ça, l'Europe est un peu absente. Alors ça, c'est le constat. Le problème pour l'Europe, puisque vous me posiez la question, il y en a 2. Le premier, c'est la dépendance. Et puis le second, ce sont les menaces. Il y en a 3 types. L'espionnage, on voit que ça n'est pas un cas d'école, puisqu'avec l'affaire Snowden et d'autres révélations, on voit bien qu'effectivement, certaines activités stratégiques européennes sont surveillées sur les réseaux. Deuxième menace, c'est la captation de valeur. On voit bien qu'il y a des pans entiers de l'économie européenne qui autrefois étaient prospères et qui aujourd'hui sont mis à mal. On pense à l'hôtellerie avec Booking, on pense à la publicité avec Google et j'en passe. Il y en a bien sûr plein d'autres. Et puis les ravages de l'économie de l'attention, j'en parlais à la précédente émission. Donc les dangers sont réels et c'est vrai que le télétravail a un effet loupe sur ces éléments, donc il est temps de réagir, mais pour réagir il faut peut-être se poser la question des raisons pour lesquelles nous en sommes arrivés là. Oui, exactement. Alors vous êtes à l'initiative d'un groupe de travail sur le sujet au sein du Cercle de la Donnée que j'ai cité, et avec l'implication de l'Agora 41 qui est un think tank lancé par l'ANSSI. Il y a une étude qui va paraître prochainement. Quelle est votre analyse sur les raisons de cette situation ? Les causes. Alors oui, les causes. Alors, dans le cadre de ce groupe de travail, effectivement, nous avons constaté que le problème de souveraineté numérique n'était pas un problème de numérique, c'était un problème de souveraineté. En fait, l'Europe, s'il fallait brosser à grands traits, est un continent qui, à cause des traumatismes des 2 guerres mondiales, a compris que l'hyper-souveraineté crée du nationalisme et de la guerre, et donc il a organisé une forme de dépossession de chaque pays de ses prérogatives de souveraineté au profit d'un organe supranational, d'une organisation, l'Union européenne. Ça, c'est très bien, sauf que chaque pays devient un peu moins puissant et ça ne fonctionne que si nous avons des projets communs. Nous en avons eu, Ariane, Airbus, l'euro, mais dans le numérique, il y a une panne. Alors pourquoi ? En vérité, on n'a pas d'explication absolue, mais on peut imaginer un manque de volonté politique, une conscience probablement insuffisamment aiguë de la part des élites et un manque de vision sur l'importance de l'informatique. Et puis peut-être aussi culturellement une difficulté, en particulier pour les traditions latines comme la France et les pays plutôt du sud de l'Europe, de marier des visions techniques et commerciales là où les anglo-saxons sont excellents. Alors, face à ces risques que vous dénoncez, moi j'ai 2 questions. Quelles sont les pistes et les solutions à exploiter ? Et puis surtout, la défense de quel modèle ? Alors, les pistes, à mon avis, 2, j'aurais pour le modèle, je pense qu'on le fera à une autre émission. Oui, on a plus beaucoup de temps. 2 pistes. La confiance, d'abord. Je pense qu'il faut rétablir des forces de police-justice sur les réseaux, massivement. Il faut probablement réfléchir à instaurer des professions réglementées, à peut-être établir aussi à l'école une instruction numérique. Je sais que c'est déjà à l'œuvre en ce moment, mais peut-être intensifier cette démarche. Il faut probablement aussi réguler les acteurs systémiques du numérique, comme les plateformes, un peu à l'image des banques dans le monde capitaliste. Il faut très vraisemblablement, à notre sens aussi, dans le groupe de travail, nous émettons cette idée, établir un service national pour lettrer toute une classe d'âge sur les enjeux du numérique et les bonnes pratiques dans la matière numérique. Et puis pour la prospérité, il faut taxer convenablement l'économie de la donnée, défendre un véritable protectionnisme numérique sur certaines activités clés et favoriser des grands projets, c'est important. Merci beaucoup Mathieu Bourgeois, avocat associé au cabinet KGA. On peut vous lire chez LexisNexis si on veut approfondir ces sujets. Alors juste après, à suivre une découverte, une innovation pour le cœur. Alors, il est l'heure de se projeter dans l'avenir de la santé avec Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia. Bonjour. Aujourd'hui, vous allez nous présenter une innovation dans la lutte contre l'insuffisance cardiaque. Oui, je vous présente aujourd'hui une pompe cardiaque d'un nouveau genre. Les pompes actuelles, certes, elles sauvent des vies, on ne peut pas le nier, mais elles entraînent aussi de nombreuses complications physiques parce qu'elles perturbent énormément le fonctionnement de l'organisme. Donc, on arrive à avoir des cas comme des AVC, par exemple, après la pose d'un implant cardiaque, d'une pompe cardiaque. Il faut savoir d'ailleurs, Delphine, ce que j'ai découvert, c'est que quand on pose une pompe cardiaque classique sur un patient, il n'a plus de pouls
son pouls disparaît, on ne peut plus lui prendre le pouls. Alors moi, je vous propose une innovation qui déjà va rendre son pouls à son patient, mais surtout qui va complètement révolutionner les pompes cardiaques parce qu'elle va gommer tous les défauts qui existent aujourd'hui sur la physiologie du patient. C'est une société française, CoreWave, qui travaille depuis 2012 à la mise en place de cette innovation. Elle est basée sur une technologie de membrane ondulante. La pompe s'inspire en fait de la nage ondulatoire des animaux marins, en particulier de celle des anguilles. Elle reproduit le mouvement ondulatoire qui permet bien de déplacer les fluides et donc d'avancer dans l'eau. Et c'est un mouvement parfait pour reproduire le fonctionnement du cœur avec le sang. Et alors comment ça se présente ? Comme une pompe classique, c'est la même taille, mais ici en fait la membrane est mise en mouvement précisément par un actionneur électromagnétique. Cet actionneur, il génère des oscillations sur la membrane elle-même. Vous allez le voir sur les images, une membrane polymère, et donc ça permet la propagation d'une onde sur cette membrane. Et donc le sang va suivre cette onde qui va se former sur la membrane pour circuler à l'intérieur de la pompe. Le sang circule de gauche à droite et il va être redistribué de façon naturelle à l'intérieur du cœur. Donc on va avoir une vraie circulation naturelle et ensuite le cycle se fait comme ça, comme une pompe classique. L'important dans cette technologie, c'est que la membrane, elle permet de fournir un débit pulsatile avec une fréquence suivant le rythme cardiaque, c'est-à-dire d'environ 60 pulsations par minute. Donc le cœur va battre naturellement, on va retrouver un pouls comme tout être humain et ça c'est possible grâce à la faible inertie de la membrane qui permet de faire varier rapidement et efficacement la fréquence d'activation et donc par conséquent de s'adapter au débit. Vous voulez dire que le dispositif pourra s'adapter au débit ? Oui, il va s'adapter et ça fait une énorme différence parce que ça veut dire qu'avec ce dispositif, on pourra avoir une activité physique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour les patients qui ont une pompe cardiaque, parce que quand on fait du sport, on a besoin d'augmenter notre débit, puisqu'on a besoin de beaucoup plus pomper de sang pour oxygéner les muscles. On ne peut pas le faire avec des pompes classiques, on peut le faire ici, c'est possible avec cette pompe CoreWave. Et donc on appliquera ce dispositif sur le cœur comme une pompe classique ? Oui, avec une procédure standard, enfin avec les procédures les plus avancées, aujourd'hui les moins invasives, on va précisément l'implanter dans la cavité intrapéricardique. Est-ce qu'il y a eu des essais cliniques ? Pas encore, c'est la prochaine étape. On n'a pas de date pour les essais cliniques. Par contre, on suppose que ça devrait arriver dans l'année. Pour ça, la société vient de lever quand même 35 millions d'euros, grâce notamment au fonds de capital risque de la Commission européenne. C'est intéressant de le rapporter, qui a réalisé avec CoreWave son tout premier investissement. Merci beaucoup Cécilia Sévry, on suivra CoreWave avec beaucoup d'attention. J'espère que cette émission vous aura également captivé, pas uniquement sur l'innovation, mais aussi avec ce témoignage du laboratoire de biologie médicale qui est venu nous raconter comment il traverse cette crise de fuite massive de données. Je vous dis à suivre, déjà il y a le lab avec les entreprises du numérique qui viennent pitcher, et moi je vous dis à demain pour de nouvelles histoires autour des technologies.